Il n'y a pas une journée où il n'y a pas un fait divers particulièrement marquant qui se produit en France. Vous avez des délinquants qui ont été interpellés, mis en garde à vue des dizaines de fois, qui sont passés assez souvent devant les magistrats, qui les ont condamnés, mais ils ne font pas un jour de prison. J'ai connu des cas d'étrangers débarquant sur le territoire national et dont la première activité a été l'agression des femmes. Deux Algériens qui avaient débarqué en France et qui ont commis à eux deux plus de 20 viols. Ce que nous vivons aujourd'hui est une guerre civile larvée. C'est plus de la projection, c'est pas un débat, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une guerre civile. Il faut s'armer et pas simplement de mots. Il faut aller au contact, il faut faire la guerre. Il n'y a pas d'autre solution. Bonjour Jean-Pierre Colombias. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez exercé le métier de policier pendant plus de 30 ans. Vous avez travaillé entre autres à la brigade criminelle et à la brigade des stupéfiants pendant 10 ans. Du SRPJ de Marseille notamment. Et du Quai des Orfèvres aussi. Ces dernières semaines ont été marquées par plusieurs fusillades qui sont liées au trafic de drogue, mais aussi par le meurtre de Philippine, donc cette étudiante de 19 ans dont le corps a été retrouvé dans le bois de Boulogne fin septembre. Alors, le suspect du meurtre de la jeune femme est un Marocain de 22 ans qui avait déjà été condamné pour viol et qui était sous le coup d'une OQTF, donc d'une obligation de quitter le territoire français au moment des faits. Quel regard est-ce que vous portez sur ce drame? De quoi est-il le nom selon vous? Alors, si on parle de Philippine, il est totalement symbolique d'une défaillance législative totale. C'est-à-dire qu'on a quand même un individu qui arrive sur le territoire national, qui a 19 ans, qui a moins de 19 ans, puisqu'il est mineur, il a 17 ans, et dont le premier réflexe est de violer une femme. De violer une femme et de l'agresser suffisamment violemment pour qu'à un moment donné, on se demande s'il n'avait pas déjà l'arrière-pensée de tuer. Il est condamné au maximum de la peine qu'autorise une peine s'appliquant à un mineur, parce que pour un homicide, viol ou tentative d'homicide, on peut être condamné à 15 ans. Donc de fait, le fait d'être mineur, ça réduit la peine de moitié, théoriquement, donc de 7 ans et demi. Il a été condamné à 7 ans, mais par le jeu de réduction de peine, il a été libéré effectivement au bout de même pas 3 ans d'emprisonnement. Donc on voit qu'il y a là une problématique déjà dans l'exécution de la peine s'appliquant à un mineur qui n'est plus un enfant et qui commet un crime. Il faut bien insister sur cette notion de crime. Et on a assorti cette condamnation définitive par, on va dire, une peine complémentaire de l'OQTF, de l'expulsion du territoire national. Alors l'OQTF, c'est pas une expulsion manu militari, hein, pour le coup, c'est une invitation à partir, déjà. Il faut quand même avoir ça en tête. C'est-à-dire que c'est un départ volontaire, normalement. Ah, absolument. Et là, par le jeu des demandes de visa adressées au Maroc qui seraient arrivées tardivement, on l'a laissé libre du centre de rétention où il était, et c'est là où on est chez les fous. C'est là où on se dit, on atteint les limites du compréhensible et du normal. Donc ce type, une fois libéré, parce que l'autorisation de visa, enfin du moins la validation du rapatriement par le Maroc est arrivée un peu trop tardivement, à quelques jours près, hein, on l'a laissé libre, ce qui est une aberration totale. Jamais on aurait dû laisser ce type en dehors. Et d'ailleurs, le premier réflexe qu'il a, le premier objectif, ça n'est pas une démarche d'assimilation au territoire français, à la nation française, à la société française, c'est au contraire d'agresser jusqu'au... Alors, l'a-t-il violé? Je ne sais pas. En tout cas, il tue une jeune femme qui, elle, ne demandait qu'à vivre. Et là, on est dans l'aberration la plus absolue, la révolte la plus viscérale qui soit, car cette jeune fille qui ne faisait de mal à personne, qui était au contraire, d'après tous les témoignages que l'on a, la bonté même, elle, croise le chemin d'une bête sauvage et il perd la vie, quoi. Et par la suite, on a vu ce qui s'est passé. Il a tenté de fuir, il est allé en Suisse, on l'a interpellé, et tant mieux. Et là, il a accepté enfin d'être reconduit en France où il sera jugé. Et là encore, on atteint là encore le bout d'un système logique, quoi. Il va être de nouveau condamné, très probablement, parce que ça ne peut être que lui qui a tué cette pauvre jeune fille, condamné à perpétuité peut-être, mais donc il va exécuter sa peine en France. Vous voyez, ça soulève beaucoup d'interrogations. Ce type va être finalement, on va encore le conserver chez nous, en prison. Il va être conservé sur le territoire national. Qui est perdant dans l'histoire? Dans l'histoire, on a une femme qui a été violée, massacrée, une autre précédemment qui a été elle aussi violée. Donc 2 viols au compteur, un homicide, et finalement il va être en maison d'arrêt, préservé. Alors on va dire que je suis volontairement provocateur, on aurait raison, mais il y a quelque chose d'assez cynique dans ce système qui ne protège pas
notre propre société, nos ressortissants et nos ressortissantes en l'occurrence, parce qu'on a beaucoup de viols, de pervers en l'occurrence, et malheureusement beaucoup de cas d'étrangers, de migrants de type en situation irrégulière. Alors, ne voyez pas là, dans ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas de connotation raciste, c'est pas le problème, c'est juste factuel. C'est factuel. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces hommes viennent de sociétés au sein desquelles l'approche vers une femme est très complexe. Or, ils arrivent en Europe, on va dire, et en France en particulier, c'est ce qui nous concerne. Et là, pour eux, c'est un peu, c'est à portée de main, quoi, quelque part. Et ces femmes qui sont là, qui ne sont pas voilées, sont offertes à leur perversité, à leur délire. Et là, on a un vrai souci d'assimilation et de confrontation entre deux systèmes de civilisation qui ne sont pas compatibles. C'est pour ça que applaudir à une immigration totalement débridée, ne pas contrôler nos frontières est un véritable danger. Et lorsqu'on entend Sandrine Rousseau, excusez-moi, pour laquelle j'ai pas spécialement je suis pas spécialement compréhensif, lorsqu'elle ose dire finalement c'est pas si grave que ça d'avoir chez nous des pervers, parce qu'ils seraient tout autant pervers dans leur pays d'origine. Sauf que je sache, la France n'a pas, je dirais, une propension naturelle à conserver tous les pervers de la planète. Et s'ils peuvent aller exercer leur perversité ailleurs, ce serait pas plus mal. Ce qui m'a amené à la comparer effectivement à une forme de coccinelle. J'aime bien cette comparaison, parce que comme disait Victor Hugo, la coccinelle est au bon Dieu ce que la bêtise est à l'homme. Donc j'ai affublé cette brave Sandrine Rousseau de ce surnom de coccinelle. Mais pour le coup, elle n'est pas la seule. On y reviendra peut-être, parce qu'il y en a beaucoup. Mon petit champ idéologique est parsemé de coccinelles politiques. D'autant que vous parliez effectivement des étrangers donc sous le coup d'une OQTF qui commettent des crimes en France. On a eu aussi cette affaire sinistre du meurtre de la petite Lola. Donc ça, c'était fin octobre, je crois en octobre 2022. Donc une adolescente de 12 ans dont le corps a été retrouvé dans un état terrible, à Paris. Et là aussi, la suspecte algérienne sous OQTF. C'est ça, ressortissante algérienne en situation irrégulière, visée par une OQTF depuis le mois d'août de 2022. Donc, ouais, multirécidiviste, totalement parasitaire dans notre société, puisqu'elle ne travaillait pas et qu'elle n'avait pas d'autres. Je dirais, on a eu des témoignages périphériques quant à son comportement, qui était totalement asocial, totalement insociable et totalement, je dirais, hors norme. Et on imagine, je crois que c'est très très compliqué d'imaginer le martyre qu'a subi cet enfant, parce que c'est une enfant, 12 ans, c'est pas une jeune femme, c'est une enfant qui a croisé le chemin de cette... Je vais éviter de dire des gros mots, bien évidemment, en fait, de ce triste, sinistre personnage qui va l'étrangler, l'étouffer. On a retrouvé... Vous savez que les policiers qui ont retrouvé le corps ont été suivis psychologiquement. Il faut le savoir. Parce que le spectacle auquel ils ont assisté a été particulièrement sordide et particulièrement difficile. Donc il y a effectivement tout un débat sur ces délinquants. Moi, vous savez, je mélange pas les choses. Hein. Je mélange pas les étrangers dont la situation administrative a basculé vers une forme de délinquance involontaire parce que leur titre de séjour n'est plus valable, et puis une immigration ou une migration volontaire subie par des gens dont le seul objectif est d'être des parasites et d'être des délinquants, voire des criminels sur notre territoire. Ces gens-là doivent être expulsés, mais sans qu'il y ait débat même à ce niveau-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, il m'est arrivé de rencontrer beaucoup d'étrangers en situation régulière ou pas. Le message que je leur fais passer, y compris à des gens qui animent des médias en relation avec les pays étrangers, je leur dis, mais vous savez, ces migrants-là, qui viennent et qui commettent des délits et des crimes, rendent le pire service qui soit à la communauté étrangère qui réside en France, qui travaille, qui s'assimile, qui travaille et qui n'a qu'une seule volonté, c'est s'assimiler à la société qui les a accueillis. Ces types-là, ces femmes-là, n'ont rien à faire sur notre territoire. C'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Et là, bien évidemment, un peu comme le tueur de Philippines, cette femme qui a massacré cette petite Lola, eh ben, elle est incarcérée, elle va être très probablement suivie et traitée en psychiatrie et rester résidente en France via une maison d'arrêt, quoi. Donc ça soulève quand même pas mal d'interrogations. Oui, parce qu'on évoque le cas de Taha, le fameux assassin de Philippines, l'autre phénomène qui a massacré la petite Lola. Mais moi, j'ai connu personnellement, lorsque j'étais à Marseille, notamment chef d'un groupe au sein d'une brigade d'atteinte aux personnes spécialisée dans les agressions sexuelles et les viols, j'ai connu des cas d'étrangers débarquant sur le territoire national et dont la première activité a été l'agression des femmes.
2 Algériens qui avaient débarqué en France et qui ont commis à eux deux plus de 20 viols. On a eu ces 2 violeurs en série qui se sont mais à peine arrivés, quoi. Je ne cite que ces 2-là qui ont été réputés parce qu'ils ont frappé en série, comme on dit. Mais il y en a eu d'autres qui, à peine arrivés, se sont mis en chasse, purement et simplement, de victimes féminines. Je rappelle le cas de Sid Ahmed Rezala, le tueur des trains, qui a violé et tué 4 femmes. On en a beaucoup comme ça. Hein. On a malheureusement un réservoir de phénomènes criminels assez prégnants et qui ont ce réflexe de considérer que la femme est un objet qui est à leur disposition. Cela dit, on va moduler le propos, il n'y a pas que des étrangers qui sont des pervers sexuels. Il faut remettre les pendules à l'heure. Mais on a déjà justement suffisamment comme ça, qui sont bien de chez nous, entre guillemets, pour tolérer d'accepter des pervers de tous les horizons. C'est pas absolument nécessaire, contrairement à ce que dit Madame Rousseau. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule à le penser. Donc on a un vrai problème avec ces gens-là, qui sont nos élus, qui sont supposés protéger les ressortissants du territoire national, le peuple de France, quoi. Et d'être trahis par nos représentants pose un vrai problème, je dirais, sociologique et philosophique. D'autant que depuis 2018, on a plus de 100 000 OQTF qui sont prononcés chaque année. Alors leur taux d'exécution, qui était d'un peu plus de 12% à l'époque, tend à diminuer. Je crois qu'on était autour de 7% en 2022. Emmanuel Macron avait pourtant promis que 100% des OQTF seraient exécutés. Oui, il en a promis des choses, oui. Pourquoi est-ce que ce taux est aussi bas selon vous? Comment s'explique l'impuissance de l'État à faire respecter la loi? Il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'il y en a trop. Il y a trop d'OQTF et qu'on les délivre à la vas-y que je te pousse, ça n'a aucun sens. On en a beaucoup trop. De deux, si on voulait que ces OQTF aient la moindre chance d'être exécutés, encore faudrait-il avoir de bonnes relations avec les pays d'origine. Alors si on se limite aux pays du Maghreb, on a quand même un président qui a réussi le tour de force de nous fâcher avec tout le Maghreb, c'est quand même pas mal. C'est pas le seul, hein, c'est pas son seul exploit, mais enfin celui-là il est quand même pas mal. D'autant que les principaux visés par les OQTF, justement, sont des ressortissants des pays du Maghreb, je crois. Oui, majoritairement. Donc on a besoin, pour qu'ils soient exécutés, d'avoir de très bonnes relations avec ces pays-là, puisque c'est eux qui détiennent la clé de l'OQTF. Oui, puisque là c'est le problème du laissez-passer consulaire. Absolument. C'est-à-dire que quand la personne sous OQTF n'a pas de document d'identité, on est obligé d'obtenir un laissez-passer du pays d'origine. Complètement. Et il faut savoir que les délinquants ont très bien compris la manœuvre. C'est pas un exemple unique. Hein. Moi, j'ai eu des dizaines de cas de délinquants étrangers qui avaient déclaré plusieurs nationalités très différentes les unes des autres, très souvent rattachées à un pays connaissant des troubles, soit militaires, soit des troubles sociaux, et donc difficilement exécutables en tant que mesure administrative. Donc ils avaient ce réflexe-là, pas de papier bien évidemment, donc une quasi-impossibilité dans le temps de la garde à vue, et c'est là où c'est très important, de prouver, de déterminer quelle était leur réelle nationalité. Donc déjà à ce niveau-là, on avait un problème. Au premier niveau du contrôle et de l'interpellation et de la rédaction de la procédure. Qui est-il? Déjà très complexe de le savoir. On arrivait plus ou moins par les recherches papillaires, les empreintes, à déterminer que l'individu était connu préalablement des services de police ou de justice, mais dès lors qu'il a déclaré plusieurs nationalités, ça pose un véritable obstacle quasi insurmontable pour que l'autorité administrative accepte de le prendre dans un centre de rétention. Déjà à ce niveau-là. Et ensuite, donc de fait, on lui notifiait un OQTF qui n'avait aucune chance, strictement aucune chance d'être respecté par l'individu qui lui-même s'était inscrit dans une démarche déviante, quoi, quelque part. Mais même une fois qu'il était en centre de rétention, encore fallait-il que cette demande, enfin moi cette tentative d'expulsion soit exécutée. Et c'est là où on a un souci, c'est que bien souvent, moi je l'ai vu concrètement, des cas de personnes étant absolument inconnues des services de police, des étrangers titulaires de titres de séjour, ayant perdu la validité de ce titre de séjour, devenir de facto, du jour au lendemain, des délinquants aux yeux de notre droit administratif, aux yeux de notre droit tout court. Et là, ça pose un vrai problème moral. C'est-à-dire que nous avons des gens sur notre territoire qui ne posent aucun problème, qui parfois travaillent, sont domiciliés, payent des impôts, mais dont le titre de séjour n'a pas été prolongé. Et de fait, ça en fait des délinquants. Donc on est dans un système totalement kafkaïen où on veut expulser des gens qui n'auraient pas, je dirais, vocation à l'être, et on n'arrive pas à expulser des gens qui, eux, sont des parasites et des délinquants. Donc il y aurait effectivement là tout
tout un débat à avoir, mais un débat apaisé avec des gens sensés, des gens intelligents, c'est pas gagné parce qu'on n'a vraiment pas ça en portefeuille actuellement. On a à la fois des politiciens qui n'ont pas de courage et on a des politiciens totalement démagogiques qui ne veulent pas aborder le sujet de manière concrète et je dirais pragmatique. Les gens dont vous parlez qui sont insérés dans la société, qui travaillent, dont le visa n'est pas, le titre de séjour n'est pas renouvelé, donc qui sont finalement sous le coup d'une OQTF. Ces gens-là aussi, ils viennent, ce que vous disiez tout à l'heure, engorger un peu les tribunaux administratifs, enfin les préfectures, qui gèrent ces dossiers-là et qui ne peuvent pas forcément du coup s'occuper des criminels ou des délinquants étrangers, eux aussi sous OQTF. Tout à fait. On a les prisons pleines d'étrangers condamnés qui sont en attente d'être expulsés. Ce serait pas mal d'avoir une normalisation, enfin de travailler sérieusement à la normalisation de nos relations avec les pays d'accueil et d'origine de ces délinquants pour, je dirais, dégager nos places de prison. Ça aurait un double effet, effet qui se coule. Hein. On se débarrasse de gens qui n'ont strictement rien à faire sur notre territoire parce qu'ils n'ont pas le désir et la volonté de s'assimiler. Au contraire, ils veulent profiter de notre système à outrance et pas simplement des régimes sociaux, profiter parce que ce sont des gens qui sont des délinquants. Et en libérant ces places, on pourrait justement accueillir d'autres délinquants qui, eux, sèment le trouble en France, mais qui ne sont pas incarcérés, parce que nos prisons sont engorgées. On est à 170% d'occupation, de taux d'occupation de nos prisons. On a été, je dirais, pointé du doigt par l'institution européenne parce que nos conditions d'incarcération sont considérées comme étant indignes, et c'est pas tout à fait faux. En tout cas, on a un système qui est totalement engorgé, qui ne permet pas d'envoyer en prison des gens qui devraient l'être. Et c'est un vrai souci, c'est un vrai problème que nous touchons du doigt quotidiennement quand on assiste à une démultiplication des violences et des crimes et délits commis sur la voie publique. Et on le voit dans toutes les communes, tous les jours. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas un fait divers particulièrement marquant qui se produit en France. Et les gens qui les commettent ne vont pas nécessairement en prison, tout simplement parce que le système est engorgé. Et que par faute de place, ils sont, alors, Ils sont laissés libres. Alors, parfois mis en examen quand les crimes ou les délits sont caractérisés et suffisamment importants et le justifient. On les condamne parfois à du sursis, mais on sait très bien que au-dessous d'un certain seuil, on n'incarcère pas en France, faut le savoir. On a à la fois un système qui est ambigu parce qu'il est à la fois très radical. Les tribunaux condamnent. Il est faux de dire que les tribunaux ne condamnent pas, mais derrière, on n'incarcère pas. Donc il n'y a pas de perception de la peine chez le délinquant qui démultiplie pour certains les condamnations. Vous avez des délinquants qui ont été interpellés, mis en garde à vue des dizaines de fois, qui sont passés assez souvent devant les magistrats, qui les ont condamnés, mais ils ne font pas un jour de prison. Dès lors, on ne perçoit plus dans leur cerveau, qui n'est pas toujours très développé, ne perçoivent pas la notion de peine. Pour eux, il n'y a pas de peine. Ils ne vont pas en prison, ils ne sont pas incarcérés, ils ne vont pas en centre de rétention. Je pense aux mineurs, ils ne vont pas dans les centres éducatifs renforcés, qui serait une première solution. Donc ils ne perçoivent pas la gravité de leur acte. D'où un sentiment d'impunité qui peut se développer. Non seulement un sentiment d'impunité qui se développe, mais une graduation, qui n'a pas de fin. Puisque pour des délits mineurs ou des délits même pas mineurs, du reste, pour des délits significatifs, ils n'ont pas de peine, il n'y a pas entre guillemets de punition. Quel type de délit significatif, par exemple? Vol avec violence, des cambriolages, des agressions, des vols à la tire en tout genre, enfin toutes sortes de délits qui sont très très mal ressentis et qui provoquent un mal-être dans l'opinion publique pour lequel il n'y a pas de retour. Et donc ces gamins, parce que souvent ce sont des mineurs assez jeunes et d'ailleurs de plus en plus jeunes, n'ont pas conscience ni de la gravité de ce qu'ils ont fait, ce qui n'est pas toujours le cas du reste, ni en tout cas de la sanction qu'ils encourent. Donc comme il n'y a pas de réponse à la hauteur, eh bien ça continue. Déjà, ils s'installent dans la continuité de la délinquance, ils deviennent des délinquants d'habitude, mais en plus, ils montent en gamme. Ils montent en gamme et commettent des agressions et des infractions de plus en plus graves. Ça peut aller du vol avec violence, puis ensuite du trafic de stupes, trafic en tout genre. Et vous vous retrouvez face à des criminels endurcis. Et ça, vous avez été confronté pendant votre carrière justement à des délinquants comme ça qui n'étaient pas condamnés Bien sûr, mais tous les jours. Quand vous êtes en commissariat ou en brigade spécialisée, vous les voyez passer tous les jours. Je vous invite à prendre attache avec je pense qu'ils ne s'exprimeraient pas devant vous et pas devant une caméra. Mais moi, je suis en contact avec des collègues de terrain qui me disent leur désespoir quasiment au quotidien d'arrêter toujours les mêmes et de voir que ces types-là commettent des agressions très dures,
pour ceux qui en sont les victimes et qui sont relâchés, tout simplement avec des rappels à la loi. Alors on fait un rappel à la loi, c'est-à-dire qu'on dit aux délinquants qui a par exemple arraché un sac ou arraché un téléphone, dire ah, c'est pas bien, donc c'est ça le rappel à la loi. Je te rappelle que la loi t'interdit de faire ce que tu as fait. Je vous passe ces articles, hein. On va passer sur les articles du code pénal. Et alors c'est pas bien, on le gronde et il sort. Vous imaginez l'impact psychologique que ce genre de séance peut avoir sur des délinquants qui se sont totalement inscrits dans ce type de registre. Quand vous trouvez toutes les excuses possibles à ce que des gamins, par exemple, conduisent des voitures sans permis, donc de fait constituent un danger mortel pour ce qui les environne, et puis que vous avez une forme de tolérance familiale, sociologique, politique. Vous avez quand même des politiciens qui passent leur journée à vous expliquer que quand on est délinquant, jeune délinquant mineur, vous êtes plus une victime qu'un coupable. Ils se gardent bien d'évoquer les victimes, par contre, hein. Mais on a ce type de discours qui fait que dans l'esprit de certains membres de certaines communautés, être délinquant, ma foi, c'est bon, c'est pas mal. C'est que même la prison aujourd'hui ne fait plus peur pour certains délinquants. Non, elle fait d'autant moins peur que vous y allez pas. Et même quand vous y allez, finalement, est-ce que ça a encore un effet dissuasif Je pense que ça peut l'avoir. En tout cas, moi, j'ai été confronté à des gens qui nous avaient remercié de les avoir envoyés en prison. Moi, je me souviens d'un gars qui revendait de la drogue pour sa propre consommation, donc il était devenu dealer, on l'avait arrêté, on l'avait envoyé en prison, et il était revenu nous voir en disant « Je vous remercie parce que ce passage en maison d'arrêt, ça m'a remis les idées en place. » Alors bien sûr, dire ça comme ça, faudrait aller plus loin dans l'explication, parce que aller en prison, s'il n'y a pas d'encadrement social, psychologique, si on n'explique pas à l'individu le pourquoi du comment, et si on ne l'aide pas à revenir, je dirais, dans un champ plus admissible pour l'environnement, c'est son entourage, c'est pas compréhensible. Mais il faut que ce soit, voilà, il faut que ce soit un tout. Juste mettre les gens en cage, ça n'a pas de sens, quoi. Vous en faites, pour le coup, vous en faites des bêtes enragées. C'est ce qu'on entend aussi parfois, c'est-à-dire des délinquants qui se retrouvent en prison, qui sont, du fait de la surpopulation, qui côtoient des criminels ou des gens qui sont à un niveau de délinquance beaucoup plus important et qui finalement, eux-mêmes, de petits délinquants, basculent dans la grande délinquance, voire la criminalité. On considère souvent que, effectivement, la prison, c'est l'école du crime, ou pour certains, l'école du djihadisme, du reste, hein, puisqu'il y a eu des endoctrinements cultuels en maison d'arrêt. C'est bien tout le débat, c'est un vrai débat. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut avoir des prisons. Moi, je suis pas partisan du tout d'un enfermement à la sud-américaine ou dans certaines dictatures où on met tout le monde dans la même cour et puis démerdez-vous les uns les autres, Dieu reconnaîtra les siens. Ça, c'est pas la caractéristique d'une société développée et je dirais d'une civilisation développée. Non, il faut des maisons d'arrêt dignes de ce nom. Je suis pas pour l'humiliation de l'individu, ça n'a aucun sens, c'est même totalement contre-productif. Mais enfin, il faut une réponse pénale. Il faut des prisons dignes avec un personnel qui ait envie de faire ce métier et un encadrement et des interlocuteurs qui aident l'individu qui le veut, qui le souhaite, à sortir de ce système. Parce qu'il faut pas rêver. Il y a aussi des individus pour lesquels aller en prison, c'est une forme de légion d'honneur. Ça leur permet de jouer les caïds aussi de retour dans leur cité. Moi, j'étais au trou, faut me respecter. Je suis un caïd. Il y a ça aussi. Faut pas s'écarter de ce principe-là, qu'il y a une société délinquentielle et criminelle à part. Si on évoque les gangs des cités, il faut savoir, il faut parler de gangs, hein, c'est de ça dont il s'agit. Hein. Il y a une forme, je dirais, de promotion sociale liée à la fois à l'industrie du trafic et à la relation que l'individu a avec les forces de l'ordre et donc la société. C'est pas une société anarchique, hein. Faut pas croire que c'est quelque chose qui, je dirais, est autonome. Non, je pense notamment au réseau de trafiquants de stupes. Ce sont des sociétés qui fonctionnent très bien, très hiérarchisées, avec un ascenseur social qui lui est propre. On passe de chauffeur à celui qui tient le point de deal, celui qui amène chacun a son nom, hein, on va pas étaler le lexique des délinquants en la matière, mais il y a une échelle sociale au sein du trafic lui-même qui permet à l'individu X qui n'a pas d'autre possibilité parce qu'il n'a pas d'études, il n'a pas de diplôme, il n'a rien, aucune perspective d'avenir, ça lui permet de gravir les échelons d'un organigramme criminel au sein duquel, il va pouvoir gagner sa vie,
Et 2, il va pouvoir monter en grade. Si on tient pas compte de ça, on comprend rien à ce qui se passe dans les cités et à ce qui se passe au sein des réseaux de trafiquants. C'est vraiment, ça fonctionne comme une entreprise. Les grands dealers, les chefs de gang sont des chefs d'entreprise. Si on ne capte pas ça, on n'a rien compris à ce qui se passe en ce moment. Et malheureusement, nous avons des politiciens qui refusent d'avoir je dirais, la lucidité sur ça, qui ne raisonnent que par la répression ou que par l'envoi de forces très ponctuelles. Je pense à la CRS 8, je pense à toute cette farandole médiatique à laquelle on assiste, les opérations XXL, qui ne sont faites que pour vous, que pour le monde des médias. Parce que dans le monde du judiciaire ou dans le monde de la délinquance, ça fait rire tout le monde. Alors ça fait rire jaune les flics, parce qu'ils font ça, ils savent très bien que ça sert à rien. Ça fait rire quand même les trafiquants, parce que eux ont la capacité de délocaliser leur industrie, dès lors qu'ils savent que leur cité est l'objet de toutes les attentions de la préfecture locale, quoi. Mais c'est le jeu du chat et de la souris, mais la souris court très vite. Et elle est très efficace. Et de tout temps. On a eu Darmanin qui n'a strictement rien réussi dans le cadre de son ministère. Il a tout échoué et en plus, il a menti, ce qui est gravissime quand même, hein. Parce que ce monsieur qui se présente sur tous les plateaux télé en nous expliquant que lui, il a tout compris, il a tout échoué. Mais avant lui, il y avait déjà un homme comme Manuel Valls qui avait créé les ZSP, les zones de sécurité prioritaires, en faisant à peu près la même chose que du Darmanin, hein. C'est-à-dire qu'on mettait le paquet sur une zone déterminée. En l'occurrence, à Paris, c'était 18, 19, 20e arrondissement. Sauf que les trafiquants qui étaient sur 18, 19, 20, comme il y avait une surpopulation policière, ils allaient dealer sur le 16e et enfin tous les arrondissements avoisinants. Pas folle la guêpe, comme dirait l'autre. Donc pour vous, les opérations PlaceNet et PlaceNet XXL mises en place par Gérald Darmanin n'ont pas eu les résultats escomptés. Je vais résumer la situation en 3 mots. C'est du vent. Voilà. Pas dire plus. C'est du vent. On fait croire aux gens qu'on occupe le terrain, qu'on fait PlaceNet. On fait rien du tout. On fait pas PlaceNet. Ils attendent que ça se passe. Les trafiquants sont très pragmatiques. On attend que ça passe. Les CRS, on les implante là, ils n'ont aucune vocation à faire du judiciaire, on va être très clair. Alors j'ai vu des reportages comme vous, certainement, où on voit un officier de CRS avec sa tenue de G.I. Joe, son petit micro, ça fait très... Non mais c'est efficace en termes d'image, hein. On se dit, oh là on déploie les grands moyens. Sauf que je connais quand même un petit peu la façon dont on travaille sur les trafiquants, ça n'a strictement aucun impact. Voilà. Sauf pour les images. Alors on nous montre des hommes habillés en gilet tactique découvrir des barrettes dans une cave, bravo, hein, c'est bien. Mais enfin, je veux dire, c'est du cirque. Je vous le dis clairement, les yeux dans les yeux, c'est du cirque. C'est pas comme ça qu'on travaille sur les trafiquants. C'est un travail d'infiltration, c'est un travail de longue haleine. Et au lieu de faire comme M. Darmanin, c'est-à-dire de déstructurer les services judiciaires, il aurait fallu les renforcer. Je fais référence à sa départementalisation de la PJ en province, dans les grands SRPJ qui s'appellent plus SRPJ, mais enfin bref. Vous savez, nous, on est champions des acronymes. Hein. Ça, alors, en France, on est très fort là-dessus. Enfin, SRPJ, ex-SRPJ, ça recouvrait toute une région, comme son nom l'indique. Dès lors que vous départementalisez, vous pulvérisez l'impact de ce service, l'efficacité, de ce service sur la zone concernée. La départementaliser, c'est la mort. C'est la mort du judiciaire. Mais c'était sa vraie volonté, à M. Darmanin. C'est pas du tout d'être efficace. Et tout ça sous les applaudissements du public, parce que c'est présenté avec la complicité de certains syndicats, de la Direction générale de la police nationale, qui n'a pas d'autre choix que de justifier et de légitimer cette politique, alors qu'ils savent eux-mêmes, au fond d'eux, ils savent que c'est un sabordage de l'outil judiciaire. En fait, il faudrait faire exactement l'inverse, mais ils s'en gardent bien, parce qu'il y a une volonté de détruire l'appareil judiciaire, sur les trafiquants, s'entend, sur le trafic et le blanchiment. Et puis... Mais pourquoi dans quel but détruire l'appareil judiciaire? Parce que ça ne les intéresse pas, parce que la PJ cherche et parfois trouve, et que nous vivons dans un système aujourd'hui qui, malheureusement, dans sa globalité, a glissé lentement mais sûrement vers une corruption généralisée. Et alors, c'est pas moi qui le dis, hein. Je cite M. Retailleau. La société française s'est mexicanisée. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que la mexicanisation, c'est pas qu'un slogan. C'est pas simplement au niveau des gangs et des bandes que ça se passe. C'est dans la corruption généralisée du système. C'est ça que ça veut dire la mexicanisation. C'est-à-dire que tout le système, du délinquant de base jusque dans les arcanes du pouvoir, tout est pourri. Faut dire les choses. Autrement, on les dit pas. Alors quand c'est nous qui le disons, certains chroniqueurs ou certains spécialistes le disent, on nous regarde avec un petit sourire en coin, on dit bon, il se fait plaisir, il a une caméra, il veut faire le buzz. Ça fait des années que je dénonce ce système, des années que je dénonce
l'affaiblissement considérable du judiciaire dans ce pays. Si vous avez regardé ce que j'ai pu dire par ailleurs, on pourra peut-être pas trop dire le contraire. Mais là, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur qui le dit, qui le déclare face caméra, notre société se corrompt à tous les niveaux. On voit bien au niveau de l'Assemblée nationale, de nos élus, que nous avons des individualités qui consomment et qui, je dirais, il y a d'une façon totalement décomplexée, le disent, qu'ils ont un rapport avec la drogue. Là, on a eu le cas d'un député de la France Insoumise. Oui, mais c'est pas le seul. Le fameux Andy Kerbrat, voilà, qui a été pris en flagrant délit d'achat de drogue. Là, c'est formidable. Là, Madame Panot nous dit, avec un sang-froid absolument sidérant, il va se soigner. Ben oui, mais il faudrait surtout qu'il démissionne. Et c'est pas le seul. Il faudrait que M. Pellerin démissionne, député de Renaissance, qui a reconnu consommer de la cocaïne. Ah oui, sous l'ancienne législature, effectivement. Voilà. Il faudrait que M. Guerriot, sénateur, démissionne. Le fameux qui a voulu... Ah oui, donc là c'est un sénateur de LR, je crois, de non, c'est un Modem. Guerriot, il est Modem. Oui, Loire-Atlantique. Voilà. On a Louis Boyard qui a reconnu dealer, il devrait démissionner. Enfin, je veux dire, il y a un vrai nettoyage à faire au sein même de l'appareil d'État qu'il faudrait faire. Moi, j'aimerais bien une opération XXL à l'Assemblée nationale, ce serait rigolo, avec la CRS 8 et des chiens renifleurs, on aurait peut-être des surprises. Mais il y a eu une proposition comme ça, justement, de faire des tests antidrogue à l'Assemblée nationale. Tout à fait, mais ce serait rigolo, moi, je trouve. C'est dommage que d'ailleurs Dupond-Moretti soit parti. On aurait peut-être rigolé 5 minutes. L'homme qui d'ailleurs veut retourner au barreau et qui a défendu les plus grandes crapules françaises. Pas simplement des terroristes du reste, des assassins, des corrompus, très proches des oligarques russes. Un jour, on écrira peut-être, je le souhaite, le livre noir d'Éric Dupond-Moretti, ce serait sympathique. Au lieu d'en faire une sorte de sommité du barreau, moi j'aimerais qu'on se penche un peu plus sur son cas, ce serait pas mal. Et quel regard vous portez justement sur son bilan en tant que garde des Sceaux? Nul. Alors, oui et non. Bon, là vous m'avez provoqué un petit peu, je me fais inconsciemment méchant, parce que j'ai été confronté à lui lors d'une affaire, donc j'ai un regard assez méchant, assez cynique sur lui. Mais enfin, bon, globalement, on fera le bilan plus tard, c'est trop tôt pour le faire le bilan. Il sort à peine de son ministère, c'est après qu'on pourra faire vraiment l'état des lieux. Il est vrai qu'ils ont maintenu le plan de construction des prisons, mais ça ne va pas assez vite. Le plan 15 000, voilà, qui prévoit 15 000 il n'en est qu'à 2000. 2027. Voilà, il en manque. Il n'y a pas de booster qui a été donné, mais il faut savoir que pour construire une prison, là, il faut rendre à César ce qui est à César. Même si vous avez la volonté demain de construire une prison quelque part, c'est très complexe. Vous construisez pas, enfin, je veux dire, c'est pas un camping, quand on crée une prison. Donc, il y a des études de marché, c'est très lourd, très complexe. Puis, il faut l'implanter. Et vous savez, toutes ces mairies, là, tous ces maires, tous ces gens qui hurlent à l'emprisonnement des criminels et des délinquants. Quand vous leur dites, ah bah tiens, ça tombe bien, on va construire une prison chez toi, là, déjà, ça se crispe. Ah bah non, pas chez nous, non, on veut bien des prisons, mais chez les autres. Donc, c'est très compliqué. Il faut une étude d'impact. Il faut compter une dizaine d'années entre le moment où on décide de construire une prison puis le moment où on met la clé dans la serrure pour l'ouvrir. Donc il y a là aussi un manque d'honnêteté de beaucoup d'interlocuteurs sur le sujet. Mais on devrait en tout cas développer, je pense aux mineurs notamment, parce que une prison c'est pour les majeurs, mais il y a des centres d'éducation renforcés que j'évoquais tout à l'heure, qu'on pourrait développer très rapidement sans avoir nécessairement la lourdeur de l'implantation d'une maison d'arrêt au sens commun, du moins connu, identifiable. Mais il y a très peu de centres d'éducation renforcés pour mineurs en France, très très peu. Il n'y en a même pas une par département. Donc vous imaginez, donc on a sur notre sol, là dans nos villes, des dizaines et des centaines de délinquants qui se baladent, qui commettent des vols et des agressions, pour lesquels on ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas les envoyer en prison, ils sont mineurs, et on ne peut même pas les envoyer en centre de rééducation renforcé parce qu'on n'a pas les structures. Voilà la situation actuelle. On est totalement démunis, et comme on n'a pas de courage politique pour, aller jusqu'au bout du concept, on n'en sort pas. Et ça va être très compliqué de trouver la solution pour éradiquer cette délinquance qui fait extrêmement mal aux victimes, à l'opinion publique. D'autant que selon les données enregistrées par la police et la gendarmerie, alors là, sur les tentatives d'homicide qui ont augmenté de 75% entre 2017 et 2023, et les homicides qui ont augmenté de 20% sur la même période. Donc on voit que là, depuis quelques années, on est sur une hausse. Oui, alors contrairement au chant de gloire de Gérald Darmanin, qui s'est baladé de plateau télé en plateau télé en nous expliquant que, pour synthétiser les choses, il est le meilleur ministre de l'Intérieur qu'on ait jamais vu.
Enfin, à un moment donné, on se demande si c'est un seul en scène, un one-man show, et si en face, pourquoi en face, n'y a-t-il personne? Enfin, s'il y avait eu Apolline de Malherbe à un moment donné qui lui avait renvoyé la réalité des chiffres, il avait très mal vécu ce moment, faut se rappeler, hein, il a été très agressif, c'est un peu sa marque de fabrique, ça. La réalité, c'est que il n'y a pas on lui renvoie pas la contrepartie de son échec. On a passé son temps, et beaucoup le disent, avec la complicité des syndicats de police du reste, hein, qu'il faut mettre en avant quand même, hein, parce que beaucoup ont dit ah ben c'est un excellent ministre de l'Intérieur. Comment? En quoi? En quoi c'est un excellent ministre de l'Intérieur? Je vais vous répondre parce que vous n'avez pas posé la question. C'est parce qu'il a arrosé de primes substantielles la plupart des effectifs de police. Qui dit prime ne dit pas indiciaire. Hein. Donc là aussi, c'est un peu un attrape-gogo. On vous arrose de primes pendant une période donnée, sauf que ces primes n'entrent pas dans le calcul de la retraite et elles sont parfois très temporaires. Mais c'est pas grave, dans la mesure où les cadres de ces mêmes syndicats ont l'intérêt tout à fait personnel à soutenir un type comme Gérald Darmanin, qui les a ramenés 20 ans en arrière du temps de l'inénarrable Nicolas Sarkozy. Ce que nous a fait Darmanin, c'est de la gesticulation permanente, des coups de menton, des déclarations très grégaires, velléitaires, suivies de rien. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'il faudrait faire, parce qu'on nous taxe souvent de n'être que critique, ben, je vais vous le dire, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement de créer une véritable filière judiciaire qui va du recrutement à la formation jusqu'à la magistrature. Recréer plutôt, ce qui existait déjà dans les années 70, c'est-à-dire des écoles spécifiques pour former des procéduriers, mais en nombre, suffisamment nombreux, suffisamment bien formés, pour créer et alimenter des services vraiment dédiés à l'investigation, avec une collaboration très étroite avec les magistrats. Ce dont ne veulent pas les politiques, clairement. Alors pourquoi ils ne le veulent pas? Ben, tout simplement parce qu'on s'est inscrit, gentiment mais sûrement, vers un système qui est globalement corrompu. Mais c'est que vous pensez que ce phénomène parce que le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic qui a été publié au mois de mai 2024, je crois, s'alarme justement de l'émergence. Alors ils disent encore embryonnaire, mais non moins inquiétante de la corruption des agents publics et privés. Vous pensez que ce phénomène de corruption, donc notamment dans la sphère publique, il est sous-évalué? Bien sûr. Il ne peut être que sous-évalué, d'abord parce qu'un corrompu s'en vante pas, il n'y a pas de diplôme de corruption, hein. On ne se vante pas d'être corrompu, ça se saurait. Mais dès lors que vous n'avez pas, je dirais, de réponse crédible de l'État contre des organisations criminelles, ben, les agents de base, on va dire, qui sont eux au contact, sont susceptibles d'être plus facilement corrompus que les autres. C'est évident. Ça renvoie, là encore je le paraphrase, à la phrase de M. Retailleau, ça se mexicanise. C'est-à-dire que quand vous êtes un agent de base, soit d'une municipalité, soit de la police, soit de la pénitentiaire, vous êtes confronté à des types qui bénéficient d'une impunité totale, vous pouvez être tenté d'être corrompu. Je dis pas que c'est la majorité du genre, hein. Je dis que c'est une possibilité de plus en plus marquée. Et puis alors, entre nous soit dit, l'Assemblée nationale, je reviens à l'Assemblée nationale, en donne le plus bel exemple. Quand vous reconnaissez, en tant que député, consommer de la cocaïne, que ce soit de manière exceptionnelle ou de manière régulière, ça veut bien dire que vous avez affaire à un dealer. Elle vous tombe pas du ciel, la cocaïne. Il n'y a pas un distributeur à l'Assemblée nationale, un peu comme les préservatifs, où vous mettez 2 €, vous avez une dose de cocaïne. Pas comme ça que ça marche. Faut un réseau, faut un contact. À un moment donné, il faut aller l'acheter, la dose. Donc ça veut dire que ça s'inscrit petit à petit, lentement mais sûrement, dans un système, je dirais, de relations avec des gens dont le métier, dont la vocation serait justement de faire l'inverse, exactement l'inverse. Donc je confirme, M. Retailleau a raison, ça se mexicanise. Et à puissance 1000. Et on sait très bien qu'au niveau des mairies, là c'est pas de la science-fiction, il y a des liens très étroits entre certains édiles et certains pseudo-représentants d'associations locales ou même carrément de caïds locaux, parce que ça vous permet d'avoir la paix sociale et accessoirement un report de voix très intéressant. Ah, donc vous pensez que certains élus locaux peuvent aussi devoir leur élection à des trafiquants de drogue? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Et il serait temps, à un moment donné, c'est pour ça que ça n'intéresse pas d'avoir un système judiciaire très puissant, parce que vous mettriez très rapidement le doigt dans le démantèlement de ces fameux réseaux par une dynamique d'enquête plus longue, basée sur des écoutes, des surveillances. Enfin, je connais bien le système, si vous voulez. Ce serait pas très compliqué à le démontrer. Donc ça fait peur. Donc il vaut mieux avoir un système départementalisé
totalement saturé au niveau de la gestion des dossiers, plutôt que d'avoir des unités qui ont le temps d'investiguer, qui ont le temps judiciaire suffisant pour aller jusqu'au bout de la démarche. Et vous pensez que cette corruption, elle concerne aussi bien des grosses villes que des villes moyennes ou des zones rurales? Dès lors que vous avez un système d'élection, vous êtes susceptible de mettre la main dans le pot de confiture. Vous savez, alors là encore, je vais être provocateur, vous pourriez me poser la question de me dire, mais comment faire pour bloquer ça, bloquer ce système de corruption dont dans certains cas, on le suppose, on ne peut que le supposer. Parce que je crois que le marché, le chiffre d'affaires de la drogue, c'est évalué entre 3 et 6 milliards. Donc c'est aussi des gens qui ont les moyens de corrompre. Bien sûr. Mais on le voit aux Pays-Bas où ils ont carrément menacé le gouvernement hollandais de leur foutre la paix, sinon ça allait mal se passer, on allait peut-être faire des enlèvements et plus si affinité. Donc oui, il y a une emprise de ce milieu-là. Il y a des cités à Marseille où ça rapporte 500 000 € par semaine. Un point de deal, 500 000 € par semaine. Je vous renvoie, si je puis me permettre, à la lecture du rapport de la Cour des comptes, qui rédige un tableau exhaustif déjà de la situation et de l'impact que ça a sur la gestion d'une ville. C'est juste hallucinant, quoi. C'est juste hallucinant. Ça rapporte des millions, des fortunes. Donc nécessairement, c'est tentant. Lorsque vous avez un caïd qui tient, on va dire une cité, pour caricaturer le propos, c'est tentant d'aller vers lui, et du moins par le biais de relations transversales, des intermédiaires, et de finalement se dire, bon, écoute, on te fout un peu la paix, mais ce serait bien que la cité, elle vote pour moi, elle appuie l'électorat ou mon candidat local, et puis voilà, on a quelques hommes de main, quelques petites mains qui vont aller coller les affiches, qui vont aller rameuter les électeurs potentiels, parce que ça coûte cher une campagne électorale, hein. Ça coûte cher. Alors, on n'en est pas toujours probablement au cas d'échange d'enveloppes sous la serviette dans les restaurants. Non, mais c'est plus insidieux que ça. Et si on voulait, de mon point de vue, éradiquer cette forme de corruption, je pense à Marseille notamment, il y aurait une solution, ce serait de mettre la ville sous tutelle administrative. Vous suspendez le système électoraliste pendant un certain temps, vous le mettez sous tutelle préfectorale. Parce qu'il faut arrêter de jouer un petit peu avec la vie des gens. Vous avez des tirs qui tuent des victimes parfaitement innocentes. Alors, il était de règle de dire, ah ben, la personne était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Non. Des gens qui sont tués chez eux. Chez eux. C'est ça le mauvais endroit? C'est ça le mauvais moment? Non. On a 49 homicides liés justement au narcotrafic en 2023 et une vingtaine déjà à Marseille cette année. Oui. Alors, faut imaginer un peu ce que ça représente comme travail pour la brigade criminelle, par exemple, hein. Parce que là, on parle que des règlements de compte. Et la brigade criminelle traite tout. Y compris les homicides classiques, lambda, du droit commun, on va dire, habituel. Et on en arrive à déclasser les saisines qui étaient autrefois dévolues à la brigade criminelle pour les confier à la sûreté urbaine. Parce qu'il y a trop de boulot, quoi, tout simplement. Quand vous tuez quelqu'un, quand vous arrivez sur le lieu d'un homicide, enfin pas quand vous le tuez, mais quand vous, en tant que policier, vous arrivez sur un lieu d'homicide, il y a toute une mécanique d'investigation, des constatations, l'enquête de voisinage, ça prend un certain temps, voire un temps certain. C'est beaucoup de travail. Après, il y a les recherches de traces, les autopsies, enfin bref, il y a toute, je dirais, une dynamique procédurale qui se met en branle, qui nécessite beaucoup de temps et beaucoup de personnes. Ça se fait pas comme ça, quoi. Donc si vous cassez ça, logiquement, d'ailleurs c'est un peu ce qui se passe parfois, je sais très bien qu'il y a des enquêtes, je le sais pour avoir des retours du terrain, bon, qu'on traite un petit peu par-dessus la jambe parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Quel type d'enquête, par exemple? Des règlements de compte entre voyous, si le mort est connu, si c'est déjà un voyou d'habitude. Bon, si on a la chance d'avoir un élément d'enquête qui raccroche cet homicide à l'exécuteur, ça va, on le traite vite. Mais si c'est un peu plus compliqué, on met le dossier sous la pile. Enfin, du moins dans la pile, on va dire, pas sous la pile, dans la pile. Voilà, je vais pas être trop méchant. Mais quand il y en a trop, c'est trop. Voilà, on en arrive à un point où vous devriez avoir des législateurs qui ne devraient avoir qu'une seule en tête. C'est alléger le travail de l'investigation. Or, ils font exactement le contraire. Exactement le contraire. Ils alourdissent la procédure pénale sous couvert de protection des libertés publiques, qui ont le dos très large, et on renforce en fait la capacité à se défendre pour les délinquants et les criminels. C'est ça la réalité des choses. C'est pas que le code pénal est plus dur qu'un autre, ou que le code de procédure pénale est extrêmement complexe. C'est pas qu'il est extrêmement complexe, c'est qu'il est touffu, il est dense.
vous avez 1001 choses à faire, donc ça complexifie non pas techniquement la rédaction d'un acte, mais c'est cette démultiplication d'actes qui fait que vous multipliez les chances qu'il y ait une faille dans le système. Et on l'a vu avec cette affaire qui vient d'être récemment cassée en province, où une affaire de trafic international de stupes est cassée parce qu'on a considéré que la réquisition pour la pose d'un GPS dans une voiture a été insuffisamment caractérisée. Et de qui on se fout? De qui on se fout? Là, je peux vous dire tout de suite que l'avocat qui a soulevé ça, eh bien, il a élargi son champ de clientèle. Il va avoir une belle récompense de la part des trafiquants qui vont ressortir libres de cette affaire où ils auraient dû être condamnés à 15 ans de réclusion. Parce que le trafic international, c'est criminel, ça peut jusqu'à 15 ans. Ils vont ressortir libres parce que, voilà, on a considéré que un acte n'était pas conforme à l'esprit, je dirais, aux règles de l'art de la procédure. C'est ça qui va pas. Et tous les législateurs en sont coupables de cette situation. Tous, je dis bien tous, de quelque parti que ce soit. C'est absolument pas leur sujet. Et alors, ce qui frappe également, c'est l'extrême jeunesse et la sauvagerie des criminels qui opèrent dans le cadre de règlements de compte liés au trafic de stupéfiants, avec des jeunes, parfois mineurs, recrutés du jour au lendemain sur les réseaux sociaux pour exécuter des contrats et pour des sommes parfois dérisoires, hein, quelques milliers d'euros à peine. Oui, mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. On a une explosion des cellules familiales, d'accord? À la base, c'est ça. C'est qu'on a des électrons libres qui ont 13, 14, 15 ans. Donc, effectivement, des garçons très jeunes, laissés libres de faire tout ce qu'ils ont envie de faire, qui échappent à tout système. C'est-à-dire que la famille, ils en sont dissociés totalement, voire ils la financent. Faut pas perdre ça de vue non plus. C'est qu'on a des gamins très jeunes qui, par leur activité criminelle, font vivre leur famille et qui sont hors tout, quoi. Ils ne vont plus, bon, bien évidemment, ils vont plus à l'école, sont totalement déscolarisés, totalement désociabilisés et ne perçoivent la société qu'à travers le prisme de valeurs criminelles. Donc, ceux qui sont plus endurcis savent très bien qu'en tant que mineur, je renvoie au chauffeur de taxi, au chauffeur Uber, qui a été tué par un gamin de 15 ans. 14-15 ans. 14 ans, ouais. 14 ans. Il est tué par un gamin de 14 ans. Je sais pas si on imagine. Chauffeur de taxi qui emmenait cet adolescent exécuter un contrat. Hein. Faire un contrat. Et que lorsque l'autre lui a demandé de l'attendre, il a dit non, je t'attends pas. Boum! Une balle dans la tête. Tout va bien. Oui, qui avait un 357 Magnum, je normal. crois. 14 ans, c'est normal. On a un 357. Pourquoi commencer petit? Et donc, il l'exécute. Mais vous voulez rire? Non, vous n'allez pas rire. Il a 14 ans. Donc il va être condamné, si on reste sur la loi, alors s'il en avait 20, majeur, il serait condamné à 15 ans, d'accord? Il est mineur de 15 ans, de fait, de facto, condamnation potentielle divisée par 2, 7 ans et demi. Vous me suivez toujours? Il va faire peut-être 2-3 ans en centre d'éducation renforcée ou en prison pour mineurs. Je ne sais pas exactement où il est à l'heure où nous parlons. Donc il sera condamné à 7 ans et demi. Pour peu qu'il soit conservé 2 à 3 ans dans un centre éducatif renforcé, mais à mon avis c'est plutôt en maison d'arrêt pour mineurs, il fera la moitié de la peine, 3 ans. Et vous savez quoi? Quand il ressortira de prison, il sera toujours mineur. Et il recommencera probablement... En tout cas, ce gamin sortira comme un caïd, une sorte de prince du crime. Il aura tué un chauffeur de taxi et il aura fait que même pas 3 ans de prison. Et donc, potentiellement, il pourra recommencer et continuer son petit parcours. Alors, il n'y a qu'un joker pour lui. Je pense que, à mon avis, c'est le seul risque, c'est la famille du mort. C'est la famille du défunt. Je pense qu'il va, là, il s'est fait un paquet d'ennemis. Et à Marseille, je connais pas le profil de la famille du défunt. Je serais lui, je ferais amende honorable, voire je courrais très vite. Très, très vite. Mais en tout cas, la réalité pénale, elle est là. Il peut ressortir mineur de ce qui vient de se passer. Je sais pas si on peut réaliser ce que ça induit comme conséquence. En tout cas, il sortira, il sera jeune majeur, quoi. Peut-être 18 ans. Mais il aura tué. Voilà. Ça fait un peu froid dans le dos, quand même. Ça fait froid dans le dos, mais d'autant qu'on a eu plusieurs affaires. Alors, c'est ce qu'on appelle le phénomène des shooters, ces adolescents ou très jeunes adultes. Parfois, ils viennent juste d'être adultes. On a un autre adolescent de 15 ans là qui avait été recruté via les réseaux sociaux pour justement un homme qui se revendiquait de la mafia DZ, cette fameuse mafia dont on parle dernièrement, pour intimider un concurrent et qui finalement a été repéré par le concurrent ou les acolytes du concurrent qui venait intimider et qui a été brûlé vif justement à Marseille début octobre aussi. Donc ses objectifs, oui. Oui, mais on est dans une forme
je dirais, de société à la Orange mécanique, c'est-à-dire où il n'y a plus aucune valeur, il n'y a plus rien. Pourquoi respecter un système que vous ne percevez pas? Parce que le problème est là, c'est que ces gamins-là n'ont pas d'horizon. Pour eux, c'est un peu comme jouer à GT, jouer à un jeu. Tout se fait en dématérialisé, une vision du monde extérieur via les réseaux sociaux, une sorte de glorification du monde du crime, quelque part, avec une culture, une sorte j'allais dire sous-culture. Non, c'est une vraie culture de la transgression. Si vous vous nourrissez de rap, par exemple, d'un certain rap, qui appelle à la haine, qui appelle à la violence, qui appelle à vivre uniquement dans la transgression, en marge, que vous êtes particulièrement influençable, ben vous y tombez naturellement dans le monde du crime. Pour eux, c'est normal. Donc il ne faut pas croire qu'il y a quelque chose de choquant dans ce qu'ils font. Pour eux, tuer, bah oui, pourquoi pas, c'est normal, quoi. On l'entend dans les chansons, bah pourquoi gêner Ça pose quand même des questions sur la société, l'état de la société dans laquelle on est. Qui est devenu de plus en plus individualiste, qui a perdu tous ses repères. Ça fait quand même quelques années où on vous explique que bon, bah tout ce qui était avant, c'était pas bien. Le nouveau monde est là, mais un monde qui pour moi n'est pas visible, quoi. Pour lesquels il n'y a pas nécessairement de repères. On est dans la transgression permanente. Quand vous avez, j'en reviens à nos élus. Quand vous avez des élus qui vous disent, bah ouais, mais moi, pour joindre les deux bouts, je pense à Louis Boyard, j'ai vendu du shit. Vous allez expliquer à un gamin de 15 ans que c'est pas bien de vendre du shit. Il va dire, ouais, mais monsieur, Louis Boyard, il a vendu du shit. Pourquoi moi, j'en vendrais pas? Il a pas tort. Donc, un problème d'exemplarité aussi pour vous, les élus. Mais complètement. On a un président TikToker. Pourquoi gêner? Non, mais on a eu que ça. L'homme qui lui-même dénonçait les réseaux sociaux a été en permanence sur TikTok, sur Twitter, à faire des vidéos bien souvent mises en scène. Pourquoi rejeter ça alors que ceux-là même qui vous gouvernent et qui sont supposés porter, je dirais, l'image de la respectabilité se conduisent comme ça? Quand vous dévaluez tout ça, bon, faut pas s'étonner qu'en bas de l'échelle, là où il n'y a pas vraiment de conscience, ni d'intelligence, ni de culture, vous suivez ça comme exemple. Pourquoi pas? Lorsque vous entendez des insultes, un ministre de la Justice qui fait un bras d'honneur à l'Assemblée nationale, lui aussi, ça pourrait être une coccinelle, une grosse coccinelle. Et Éric Dupond-Moretti, je vois bien dans mon champ de coccinelle, lui. Enfin non, mais on est chez les dingues. On a cet homme qui a déclaré il y a quelques années qu'il serait fou et inconcevable de le nommer ministre de la Justice, et qui, après avoir fait son seul en scène à Paris, est repéré par Brigitte Macron et se retrouve ministre de la Justice. Il n'y a rien qui est choquant dans l'histoire. Moi, je suis pas là pour faire la morale, je suis pas un père la morale. J'ai commencé à la brigade mondaine, donc je peux vous assurer que quand vous commencez à 20 ans là-dedans, il en faut un certain niveau pour vous choquer. Et quand j'ai appris, moi, qu'il était nommé, je me suis dit, on est chez les fous. On est chez les fous. Et je pense que Macron a cet esprit transgressif permanent qui pose problème et qui renvoie l'image que finalement, la transgression dans notre système social est presque devenue la norme. Ça renvoie au roman de Sade, ça renvoie au roman à plein de choses qui sont dans la transgression. Regardez Toulouse. On fête le diable à Toulouse aujourd'hui. On fête des symboles, toute une symbolique démoniaque. Comment voulez-vous que ces gamins aient une image c'est-à-dire de charité chrétienne, c'est presque un gros mot aujourd'hui. Mais en tout cas, de bienveillance. On n'est pas dans la bienveillance. Là, on vous met en sublime, on vous met le mal, on vous met tout ce qu'il y a de plus terrible dans les relations humaines. Des signes démoniaques, des représentations, alors mythologiques, mais qui vont pas vers la bienveillance. Lilith et le Minotaure, et puis Belzébuth, allons-y gaiement, quoi. Allons-y gaiement. Et on en arrive, oui, à un système où, pour un gamin de 14 ans, tuer son prochain, mon Dieu, pourquoi pas? Why not? Allons-y gaiement. Vous parliez d'Éric Dupond-Moretti, de sa nomination. Oui. On se souvient qu'il avait parlé de sentiment d'insécurité il y a quelques années seulement, sentiment nourri par les difficultés économiques, certains médias et le discours populiste. C'est ce qu'il disait à l'époque. Voyons, ce qui permet de masquer sa propre insuffisance et les insuffisances de son camarade Darmanin, dont on a voulu nous faire croire qu'ils étaient adversaires, alors qu'ils mangent dans la même gamelle, tous les deux. Ils sont très proches des réseaux LR, donc ils ont une culture sociologico-politique qui est exactement la même. Non, c'est un échec total. Déjà, en le nommant, on nommait quand même quelqu'un qui a jamais caché son antipathie, pour pas dire plus, envers les magistrats.
et avec une forme de sympathie, à l'inverse, pour le monde de la transgression et de la délinquance. Il a voulu quand même régler son compte à un magistrat instructeur qui enquêtait sur les corrompus, sur les systèmes de corruption et d'oligarchie russes à Monaco, et il a voulu entamer des procédures administratives contre lui. Enfin, à un moment donné, je ne sais pas, c'est quoi le message, monsieur Macron? En nommant ce monsieur, c'est quoi le message? Vous nommez quelqu'un qui défend ce qu'il y a de plus représentatif de la corruption de système, qui a voulu régler son compte à des magistrats. Il n'y a rien de surprenant dans l'histoire. D'ailleurs, il y a quelques mois, je crois qu'il y avait Isabelle Couder aussi, qui était juge d'instruction, enfin qui est toujours juge d'instruction du pôle criminalité de Marseille, et qui avait dit devant la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic que l'État était en train de perdre la guerre contre les trafiquants. Et je crois qu'elle avait été recadrée par Éric Dupond-Moretti peu après. Alors, oui, ce qui est assez... Alors là aussi, c'est sidérant. Quand vous êtes en commission, vous prêtez serment. Donc on reproche, Dupond-Moretti reproche à cette magistrate qui témoigne devant la représentation nationale, c'est le Sénat, d'accord? Elle n'est pas sur un plateau télé, là, hein. Devant le Sénat de dire la vérité. Et ça plaît pas. Il faut pas dire la vérité. C'est là où on a un souci. C'est que Dupond-Moretti reproche donc à cette magistrat d'être honnête. C'est quand même fort de café. Non, ne dites pas qu'on échoue, il faut dire au contraire. Donc vous devez mentir, vous devez donner notre vérité, qui est nous, la doxa officielle, que tout va bien et que nous maîtrisons les choses. Or, quand cette magistrate dit la vérité, elle gêne parce qu'on ne maîtrise strictement plus rien à Marseille. Il faut le savoir. Je veux dire, on a supprimé un commissariat sur 2, vous n'avez quasiment presque plus de commissariat ouvert la nuit. Enfin, il y a un état de désespérance et de déchéance de l'outil d'État absolument catastrophique à Marseille. C'est un territoire qui est perdu pour vous, pour la République? Qui est mal engagé. C'est la raison pour laquelle moi je suis assez militant de suspendre je dirais la démarche démocratique à Marseille, parce qu'il y a plus de démocratie à Marseille. Il faut nommer je dirais une sorte, rappelez-vous, Della Chiesa à Naples, il a mal fini le pauvre. Non, pas à Naples, à Palerme, pardon, il a mal fini, mais il faudrait un monsieur sécurité, un préfet de police dédié à enfin il y en a déjà un, vous me direz, et suspendre le processus démocratique, oui, c'est urgent. C'est urgent, faut reprendre les choses en main à Marseille. Parce qu'il y a aussi des gens honnêtes qui vivent à Marseille. Il n'y a pas que des trafiquants de drogue, il y a des gens qui se lèvent à 6 heures du matin pour aller bosser. Alors c'est peut-être des riens aux yeux de monsieur Macron, mais il y a des gens dans les cités qui bossent, et qui eux subissent la loi de ces gangs. Et là, il y a une non-assistance à personne en danger. Vous savez, ils ont beaucoup de chance, hein, que ces gens-là ne se réunissent pas en association et attaquent l'État en justice. Ils devraient le faire. Ils devraient le faire, parce que l'État, aujourd'hui, abandonne ses concitoyens. Et on les laisse sous l'autorité, sous la dictature de trafiquants. Et c'est pas avec des opérations XXL qu'on va inverser la tendance. Donc, loin de là. Mais encore faut-il avoir le courage de le faire. Et là, on en est totalement dénué. C'est ce qu'a dit Bruno Retailleau, je crois, récemment, lors d'un déplacement à Rennes, que c'était les gens les plus modestes qui pâtissaient le plus de l'incapacité de l'État à garantir l'ordre et la sécurité. Mais bien évidemment, c'est là où il y a un vrai souci, où il y a une véritable lâcheté d'État en France. Alors, on a déjà une forme de corruption qui s'est gentiment installée, mais en plus, par des gens lâches. Ça, c'est bien gentil. Je repense à notre président il aime bien se déguiser en aviateur, en marin, en sous-marinier, je sais pas en quoi. Il s'est pas déguisé. Moi, je le mets au défi de se déguiser en gardien de la paix, et d'aller patrouiller, mais sans garde du corps. Vous m'accorderez ce petit clin d'œil. Manu, habille-toi en gardien de la paix et va patrouiller dans les quartiers nord de Marseille. On en reparlera. Et là, on verra ce que vraiment, si tu as du courage. On n'en est pas là. Et il le fera jamais. De la même façon qu'il n'a pas mis son maillot de bain pour aller se baigner dans la Seine. Enfin là, c'est un deuxième petit clin d'œil. Je rajoute une. On se souvient au Salon de l'Agriculture l'an dernier qu'il y avait un énorme dispositif de sécurité. Qui fait qu'on a fermé purement et simplement le Salon de l'Agriculture pour que monsieur nous fasse son show devant les caméras avec quelques militants bien intentionnés. Enfin bon, c'est du théâtre. Monsieur Macron vit dans un théâtre, il théâtralise son quinquennat, son dernier quinquennat, qui à mon avis va être assez compliqué à terminer pour nous, en termes sécuritaires, ça va être compliqué. Alors peut-être qu'il sera archevêque de Paris, remarquez. Comme il va avoir un discours au moment de l'inauguration de Notre-Dame de Paris, on pourra peut-être lui donner la mitre de cardinal ou d'archevêque, je ne sais pas. Ce sera le seul chef d'État qui se sera exprimé, même les rois ne l'ont pas fait, on le disait, personne n'a osé le faire, lui, mais il ose tout. Il ose tout, donc il le fera peut-être. Par contre, ce serait bien qu'au lieu d'aller déclarer la guerre aux Russes, au Donbass, ou à Odessa, ce serait bien qu'ils fassent la guerre un peu en France, ce serait pas mal, parce que nous avons une guerre sur notre territoire. Ce que nous vivons aujourd'hui,
est une guerre civile larvée. C'est plus de la projection. C'est pas un débat. C'est pas une vue de l'esprit. C'est une guerre civile. Vraiment. Quand vous avez des gangs armés d'armes de guerre qui tuent des victimes innocentes, ce qu'on appelle des victimes collatérales, je suis désolé, vous avez un devoir de réaction et pas simplement de discours face caméra. Ça, c'est fini. Ça doit se terminer. Les marches blanches, faut arrêter les marches blanches. Faut arrêter les bouquets de fleurs, les petits nounours en peluche. Il faut s'armer et pas simplement de mots. Il faut aller au contact. Il faut faire la guerre. Il n'y a pas d'autre solution. Ben justement, après la fusillade du 2 novembre à Poitiers qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans, Carl Olive, député Renaissance, a plaidé pour l'envoi de militaires dans certains quartiers touchés par le trafic de drogue, pour provoquer ce qu'il disait un véritable électrochoc dans le pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez sincèrement, je vous renvoie à la question, pensez sincèrement que Carl Olive aura le courage, lui, de couvrir les militaires ou les policiers qui vont au contact et qui commettraient, entre guillemets, une bavure? Je crois pas. Donc ce serait bien que des gens sérieux, pas M. Carl Olive, que des gens sérieux abordent le sujet. Bon, je dis à l'armée, pourquoi pas, mais en soutien des forces de police. Pas juste envoyer des militaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Envoyer des militaires dans la cité, dans les cités, ils pourraient y faire quoi? Sous quelles règles d'engagement? Pour tirer, pour s'engager, pour faire la guerre? On sait très bien que là encore, c'est du vent. Ce sont les mêmes qui, il y a quelques années, rappelez-vous, voulaient mettre un genou à terre. Rappelez-vous de Castaner qui voulait mettre un genou à terre pour George Floyd, comme si on était concerné. Parce qu'il y avait eu l'affaire Adama, qui n'en était pas une du reste. D'accord? Donc, ces gens-là, dans la sphère macroniste, n'ont aucune consistance. N'ont aucune politique sécuritaire digne de ce nom. Et lorsque vous avez un Carl Olive qui veut exister, le pauvre, il est coutumier du fait, hein, c'est pas la première déclaration comme ça, l'emporte-pièce qu'il fait, appuyé en cela par quelques militaires un peu, je dirais, égarés, qui eux vont trouver tout à fait naturel et normal, mais c'est normal, c'est des militaires, d'envoyer l'armée dans les cités. C'est un vieux rêve, hein. Moi j'ai fait l'armée, hein, je suis un peu vieux déjà. Et il y avait ce courant de pensée dans l'armée qui disait que vivement qu'on reprenne la main sur la société civile parce que c'est que des bons à rien et nous on ferait régner l'ordre. Ouais, enfin, ça dépend de quel ordre on parle et ça dépend de quelles règles d'engagement on met en place. Parce qu'il faut y aller au contact. Et si ça tire, on fait quoi? On crée quoi? On tire dans tous les sens, vous allez avoir des victimes innocentes. C'est ça qui va se passer. Quand ça tire, on ne sait pas toujours où atterrissent les projectiles. Moi, je veux bien qu'on déclare la guerre, mais là, on la déclare vraiment. Pas simplement avec des déclarations d'intention sur un plateau télé pour dire n'importe quoi. Quand Samia Ghali avait dit la même chose à Marseille, on l'avait renvoyé dans les cordes en disant que c'était pas trop normal. Elle était très mal placée pour évoquer le sujet du reste. Hein. Quand vous dites qu'il faut aller au contact, nous sommes en guerre finalement contre ces trafiquants. Oui. Comment concrètement, c'est-à-dire on envoie la BRI, des unités, le RAID, des unités spécialisées? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on recrée une filière judiciaire digne de ce nom, avec, oui, une capacité d'impact très forte, et si ça doit tirer, ça tirera. Parce qu'en face, on a des types qui sont déterminés, qui sont armés, qui n'ont pas peur de tuer. Eux, c'est leur vie. C'est leur vie. Ils sont armés, c'est pas pour juste la déco et faire des conférences de presse à la DZ Mafia, comme on l'a vu au moment de l'assassinat du chauffeur Uber. Non, non. Moi, ces gens-là, je les connais. Je les ai arrêtés, d'accord? Ils craignent pas quelqu'un qui fait des déclarations comme ça à l'emporte-pièce. Ça leur fait pas peur. Mais si vous leur mettez en face des gens déterminés, vraiment, et pas des tyroli-pimpons de l'Assemblée nationale qui, entre deux discours velléitaires, vont sniffer dans les toilettes de l'Assemblée nationale. Je rappelle que le fameux Andy avait demandé la mise en place d'un plan spécial antidrogue sur le ressort de sa commune. Je crois qu'il est de Rennes. Il voulait demander un truc dans le genre. Et c'est le même qui va acheter de la cam sur un quai de métro à Paris, à un mineur. Non mais, ça laisse sans voix presque. Donc ces types-là n'ont pas, je dirais, la crédibilité pour être à la manœuvre. Si demain on devait vraiment lancer quelque chose de ce registre-là, il faudrait faire comme on l'a fait en Italie, un parquet spécialisé, des maisons d'arrêt spécialisées, une force d'impact spécialisée, et vraiment leur déclarer la guerre. Et si ça doit tuer, eh ben ça tuera. Parce qu'en face, vous avez des tueurs. On n'est pas chez les bisounours, là, on n'est pas dans une cour d'école. On est face à des truands, des criminels chevronnés, qui s'entretuent. Et s'ils faisaient que s'entretuer, qui tuent des victimes innocentes. Je le répète, la société aujourd'hui est en état de légitime défense. Mais pas juste avec des Carl Olive qui font des déclarations entre la poire et le fromage. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut un vrai plan d'action. Et c'est dommage qu'il n'ait pas eu cette réaction avant, M. Carl Olive.
Là, comme par hasard, c'est depuis que son président a perdu les élections législatives qu'il est guerrier, qu'il se découvre une arme de guerrier. Un peu tard, monsieur. Et comment les choses peuvent évoluer justement si l'État échoue à rétablir l'ordre et la sécurité Est-ce qu'on doit craindre aussi peut-être des mouvements de colère et des Français qui voudraient à un moment se faire justice eux-mêmes? Mais bien sûr, on est dans cette dynamique. Moi, je crains une forme de guerre civile au niveau local. C'est-à-dire que, en fait, ce qui existe un peu déjà, c'est qu'il y ait des constitutions de groupes communautaires. Bah, DZ, ça veut dire Djezaïr, hein, ça veut dire Algérie au passage. Hein. Ah, DZ Mafia. DZ, ça a un sens. DZ, c'est pas juste pour faire bien. Hein. Qui contrôle aujourd'hui le trafic de drogue à Marseille, la majorité du trafic. Ouais, mais pas tout. Hein. Vous avez aussi d'autres groupes qui sont d'Afrique noire qui sont là. Je crois que c'est les Nigérians, les Kenyans, les Nigérians qui sont là, qui aussi ont leur groupe de délinquants. Les Comoriens aussi ont leur voyous. Hein. Et il y aura à un moment donné une confrontation. Il y a déjà une confrontation puisqu'ils s'entretuent les uns les autres. Au départ, c'est ça. Ça gênait pas grand monde parce qu'ils se tuaient entre voyous. Comme on disait, bon, tant qu'ils se tuent entre eux, tout va bien. C'est un peu ça l'idée. C'est totalement cynique de le dire, mais c'est ça la réalité. C'est que pour beaucoup dans l'opinion publique, tant que c'est entre eux, c'est les risques du métier, c'est pas grave. Sauf que quand vous avez une étudiante dans sa chambre qui révise son concours d'entrée à la Sorbonne, qui se prend une balle en pleine tête, c'est un autre sujet. Quand vous avez un chauffeur Uber qui se prend un 357 en pleine tête, là ça commence à éveiller les consciences. Et la réalité des choses, c'est que sur le terrain, comme il n'y a plus d'État, ben vous allez avoir des groupes communautaires qui vont s'entretuer, qui vont se déclarer la guerre et qui vont faire monter l'existence, l'émergence d'un État dans l'État. Donc c'est vers ça qu'on va. Donc l'idée, parce que malheureusement les citoyens lambda ne sont pas armés. Vous n'êtes pas armés. Moi je ne le suis pas au quotidien. D'accord? Donc nous on est désarmés. Mais d'autres ne le sont pas. Et s'ils ne le sont pas, ils vont s'armer. Il faut savoir qu'il y a une augmentation des inscriptions dans les clubs de tir. Il faut peut-être réfléchir à quoi ça peut nous mener. Oui, puis d'autant qu'avec les conflits qu'on peut avoir en Europe ou ailleurs, il y a aussi une circulation d'armes qui peut atterrir dans les mains de là, pour l'instant, elle atterrit dans les mains des voyous. Dès qu'il y a eu des conflits quelque part, que ce soit au Moyen-Orient ou dans les Balkans avec la guerre contre la Serbie, rappelez-vous, il y avait eu énormément de Kalachnikov qui sont arrivés en masse sur le marché du monde du crime. Là, vous avez la guerre en Ukraine et étonnamment, comme par hasard, on voit arriver sur le territoire national, dans le marché parallèle, on voit des armes américaines. Choisis ton camp, camarade. Ce qui prouve qu'il y a une corruption systémique au niveau des forces ukrainiennes, où on n'hésite pas à revendre au marché noir des armes qui leur ont été livrées par nous-mêmes. Ça devrait nourrir une certaine réflexion. Mais on le sait. On le sait. Il y a des rapports qui sont faits régulièrement sur le sujet. On sait très bien qu'il y a un détournement de l'aide militaire envoyée en Ukraine au bénéfice du marché noir. On doit plus dire marché noir. Comme l'a dit le fameux député de la France insoumise qui vient alimenter mon régiment de coccinelles, on doit dire marché obscur. Vaut mieux en rire, hein. Il vaut mieux en rire. Je voulais aussi évoquer avec vous un petit peu la situation dans la police. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Il y a beaucoup de démissions, hein, notamment depuis 2020 en police et gendarmerie. Ouais, plus de 10 000 par an. On a aussi un taux de suicide qui reste constant, élevé, voilà, qui est supérieur, je crois, largement supérieur à la moyenne nationale. Oui, tout à fait, oui. Quelles sont les principales raisons qui poussent les policiers à démissionner? Elles sont multiples. D'ailleurs, quand on fait ce constat, ça remet en cause l'argument rhétorique du gouvernement qui dit qu'ils font plus de recrutements qu'on n'en a jamais fait avant. Sauf que les recrutements, en plus, dont ils parlent, ne sont destinés qu'à compenser les départs. Ça, c'est le premier point. On renforce absolument pas les services de police, c'est faux, c'est un mensonge. Pour les Jeux Olympiques, par exemple, on a fait venir de France et de Navarre, de tous les horizons où il n'y avait pas d'épreuves olympiques, des forces de police pour renforcer les sites parisiens, notamment d'Île-de-France. Pourquoi ça démissionne? Je pense qu'il y a une désaffection globale pour le métier, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a une offensive médiatico-politique anti-police dans ce pays qui germe depuis plusieurs années, y compris par le président lui-même. Je rappelle qu'au moment de l'affaire Naël, vous avez eu une déclaration de Macron qui a dit il s'est passé quelque chose d'inacceptable, d'injustifiable. En soi, c'est lui qui a donné le signal de départ des émeutes, quelque part. En disant, s'il s'est passé une bavure inacceptable, c'est pas bien, c'est juste c'est une grosse bavure. Bon. Allons-y gaiement, quoi. À partir de là. Pour vous, il a jeté de l'huile sur le feu. Il n'arrête pas de le faire. On a un président qui, malheureusement, a, je dirais, une propension au sophisme et à la prise de parole incongrue
qui est propre à lui, quoi. C'est le premier chef de l'État, de mon point de vue, qui en fait autant, quoi, qui en dit autant. Je parle d'Henry, hein, qui dit autant d'incongruité, parce qu'il veut apparaître comme l'homme qui va dire à un moment donné la chose qui va... Enfin bon, il est un peu notre Sandrine Rousseau version élyséenne. Dès qu'il a un micro devant lui, il ne peut pas s'empêcher de parler. Et pas toujours à bon escient. Donc pour en revenir aux démissions et à la désaffection du métier, il y a plusieurs paramètres qui expliquent ça. Il faut savoir qu'il y a de moins en moins, je dirais, d'engagement par vocation. On rentre là-dedans parce qu'il y a de la lumière, que c'est pas trop mal payé, que c'est une opportunité d'avoir un job vite fait, mal fait. Il faut savoir qu'on recrute à 6 ou 7 de moyenne, hein, donc le niveau de recrutement est très bas. Pour quel concours? Concours de gardien de la paix. Donc on recrute vraiment quasi n'importe qui, n'importe comment. Alors que là, vous dites 6 ou 7 sur 20 de moyenne, ouais. Donc parce qu'il n'y a peut-être pas assez de candidats aussi, donc Ben, on est obligé oui, voilà, on manque de candidatures, donc on recrute à peu près tout et n'importe quoi. Il y a quelques années, enfin à votre époque, c'était quel niveau de... C'était beaucoup plus important, et puis surtout les gens rentraient parce qu'ils avaient envie de faire ce métier. Il y avait vraiment une vraie vocation à faire ce métier, qui n'est pas un métier comme les autres. C'était plus sélectif au niveau... Complètement, oui, complètement. Encore, moi j'ai connu une époque qui était un peu différente, puisque mon corps, mon grade n'existe plus. On a supprimé le corps des inspecteurs, qui était justement dédié à l'investigation. Ce que je déplore, ce que je regrette, ce que je condamne aujourd'hui, c'est qu'on ait abandonné ce métier. Voilà. Ça, j'en démords pas. Il faut impérativement recréer un corps dédié à l'investigation. Ça, c'est la parenthèse que j'ai ouverte et que je referme aussitôt. Donc ce métier est mal aimé aujourd'hui, on le voit bien. Il n'y a pas un parti politique qui a soutenu réellement la police. Il y a des déclarations de principe, vous me direz, hein. C'est vrai. À droite, surtout, on dit « Ah, nous, on aime la police. » Oui, on aime la police. Oui, c'est bien, c'est comme qu'on dit aussi « On aime les agriculteurs. » C'est un peu le même truc. Puis on les matraque avec une réglementation qui a ni queue ni tête. Ben là, c'est un peu pareil. Tout le monde aime la police, mais on multiplie les lois qui entravent l'action de la police et on se sert des forces de l'ordre de la police pour, je dirais, réguler des conflits sociaux. Ce qui est juste catastrophique en termes d'image. C'est-à-dire que pour vous, maintenant, la police est un peu sert de garde prétorienne du régime, entre guillemets. Pas complètement. Enfin, il faudrait avoir, faudrait vraiment pas voir les choses en face pour dire le contraire. Macron ne tient qu'avec ça. Toutes les crises qui sont nées de son quinquennat, qui n'auraient pas dû durer. Je pense aux Gilets jaunes, qui ont duré trop longtemps, parce qu'il a voulu ça. Ça part quand même d'une décision d'Édouard Philippe. Il faut rendre à César encore ce qui est à César. La limitation de vitesse, l'augmentation du prix du carburant, et puis une communication totalement déplorable. Donc on a créé les Gilets jaunes. On a tout fait pour que les gens se révoltent. Ça a duré 8 mois. Avec tous les week-ends, des manifestations et une répression qu'on n'en a jamais vues en France depuis même mai 68. Ça a très largement dépassé ça, parce qu'il n'y a pas eu autant de blessés pendant mai 68. Après, on a eu la réforme des retraites, avec son lot de manifestations et de répression tout aussi violentes. Donc, on a une image qui est catastrophique au niveau de l'opinion publique. Donc les gens n'ont pas vraiment envie de rentrer là-dedans, quoi. Et vous pensez que sans justement la répression de ces mouvements sociaux dont vous parliez, Emmanuel Macron serait allé au terme de son mandat? Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué, hein. Sans cette répression. Et d'ailleurs, moi j'ai été parfaitement surpris, je suis pas le seul, hein, d'ailleurs, qu'il ait été réélu. À l'issue des Gilets jaunes, je me suis dit, cet homme, après tout ce qu'il a fait pendant 5 ans, il n'y a pas eu que ça, hein. Il nous a quand même, ses discours ont été une succession d'injures, de mépris à l'égard de l'opinion publique française, du peuple de France. Je me suis dit, bah, ce type n'a strictement aucune chance d'être réélu. Et d'ailleurs, il est réélu avec 15% des inscrits, hein. Donc quasiment pas grand monde. Et c'est encore une fois le fameux bouclier républicain qui permet à Emmanuel Macron d'être réélu. C'est ce qui lui permet d'avoir un semblant de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale encore aujourd'hui, avec, encore et toujours, l'appel au Front républicain en agitant le spectre de la division das Reich, en disant surtout pas eux, c'est moi, ou le chaos noir, ultra-sécuritaire, fascisant, enfin bref, on a eu droit à toute une rhétorique pour justifier l'injustifiable. La réélection d'Elisabeth Borne, de Gérald Darmanin, enfin, c'est au-delà du réel, c'est au-delà du réel. Tout ça pour dire qu'au niveau de la police, oui, la police aujourd'hui, à ses yeux, est un outil de protection personnelle, et on le voit au niveau des conclusions du Beauvau de la sécurité. Je vous y renvoie. L'accent est mis sur quoi? Pas sur le judiciaire dont on ne dit quasiment rien, mais sur les forces de sécurité, avec un renforcement des brigades de gendarmerie mobile et de CRS. On ne parle pas de sécurité, on ne parle pas de sécurité publique. On en parle très peu, parce que le cœur en fait de ce qui nous concerne aujourd'hui, pourquoi ça se désagrège partout sur le territoire national, c'est parce qu'il n'y a plus de police de sécurité publique.
commissariats ferment les uns après les autres. Alors on dit on renforce, on mutualise. C'est pour avoir plus d'effectifs. Oui, mais enfin c'est pour avoir plus d'effectifs à un endroit donné sur un territoire qui est deux fois plus important. Donc en fait on renforce rien du tout. On parle parfois de désertification médicale. Pour vous c'est la même chose? C'est exactement la même chose. Il y a une désertification sécuritaire dans ce pays. Macron n'a aucune culture sécuritaire. Il a nommé Gérard Collomb, qui est certainement quelqu'un de très bien humainement, hein, j'en doute pas une seconde, mais qui était absolument pas fait pour ce ministère. Après, il nomme Christophe Castaner, le nom se suffit à lui-même, et là-dessus, il nomme Gérald Darmanin, qui est le fils spirituel de Nicolas Sarkozy, dont on n'a pas assez fait le bilan. Parce qu'en termes de sécurité, lui a déstructuré l'outil judiciaire et l'outil sécuritaire dans ce pays en supprimant un poste de fonctionnaire sur deux. Je renvoie à son discours de 2008. Et je vous rappelle et je rappelle donc à ceux qui vous écoutent et qui nous écoutent, qu'il voulait supprimer aussi le corps des juges d'instruction. Il faut s'en souvenir. Et ne confier les enquêtes qu'à des procureurs de la République qui n'ont strictement aucune indépendance. Ce qui était une sorte de coup d'État. Mais c'est passé comme... ça passe crème, totalement. On invite Nicolas Sarkozy sur tous les plateaux télé, un multi-condamné, récidiviste, qui va être bientôt jugé pour l'affaire de son financement avec la Libye, les fonds libyens, mais on invite quand même ce monsieur comme une sorte de sage d'État. Enfin, pour moi, ça me laisse sans voix, là, encore. Il me reste encore un peu de voix, mais moi, ça me laisse perplexe, quoi. Comment peut-on encore inviter Nicolas Sarkozy pour donner son avis sur la politique sécuritaire? Moi, ça me paraît assez sidérant, oui. Mais bon, voilà, pour en revenir à la police, oui, l'outil a été démultiplié et vous faites référence au suicide. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? C'est-à-dire que dans le même temps, c'est fameux en même temps, mais c'était le en même temps déjà avant Macron, hein, on a un discours qui dit « Ah, c'est pas bien, il y a trop de suicides ». Alors on met en place des numéros verts, ça c'est le gros truc, on met un numéro vert. Et puis on nomme un type comme Didier Lallemand, préfet de police, Didier Lallemand, qui ose dire « J'aime qu'on me déteste ». Vous imaginez l'impact de ce mot? J'aime qu'on me hait. Enfin, je sais pas, vous trouvez que c'est normal au niveau psychiatrique? Donc comment voulez-vous que quand vous nommez des types comme ça, à la tête d'organigrammes d'institutions tellement énormes, c'est plus de 20 000 policiers, hein, policiers et fonctionnaires, la préfecture de police. C'est Paris Intramuros et c'est la petite couronne quand même, avec des dizaines de services, des centaines et vous êtes surpris que ça n'aille pas bien moralement dans la police, en nommant des types qui vous déclarent face caméra « J'aime qu'on me déteste ». Et donc qui vont, en impact, instiller dans l'esprit de toute une chaîne hiérarchique que finalement, si vous êtes odieux, tout va très bien pour vous. Et tout va mal pour l'institution. Donc ça rejoint la question initiale de savoir pourquoi il y a un mal-être dans la police nationale. Quand vous êtes commandé par des gens comme ça, qui vous mettent en danger, physiquement, et je dirais, en termes d'image vis-à-vis de l'opinion publique, ça ne peut pas bien aller. C'est juste pas possible. Et quand vous rajoutez à ça des décisions de fragmentation de l'outil policier par la départementalisation, par l'éclatement des forces, et puis l'affaiblissement, on pourrait parler du traitement judiciaire dans les services de proximité, par exemple, qui est juste déplorable. Il y a des milliers de dossiers qui sont en souffrance, et je vous le dis les yeux dans les yeux, qui ne seront jamais traités. Vous entendez ce que je vous dis là? Ce ne sera jamais traité. Parce qu'on n'a pas assez de personnel, parce que ça se démultiplie, on judiciarise tous les aspects de notre vie quotidienne. Pour quel type d'affaires, justement, ça concerne? Quasiment tout, des agressions, donc des vols avec violence, des petits délits. Un problème qui monte en puissance, là, en ce moment, c'est les problèmes de relations entre les uns et les autres, des problèmes de voisinage, qui sont considérables, et qui ont été aggravés par le Covid, alors c'est pas à négliger, pourquoi? Parce que d'un simple conflit de voisinage, vous pouvez déboucher à un moment donné sur des agressions violentes. Parce que le ras-le-bol étant là, à un moment donné, vous pouvez être le meilleur concitoyen qui soit, quand on vous casse les pieds du matin jusqu'au soir. Chez vous, il n'est pas illégitime de penser que vous pouvez péter les plombs. En tout cas, c'est un processus qui peut arriver. Quand il y a un tel poids, je dirais de l'information anxiogène, qui vous est délivrée du matin jusqu'au soir, par des chaînes télé, et que vous êtes à un moment donné en crise dans le couple, par exemple, vous avez un niveau d'adrénaline qui est monté de telle façon que oui, vous pouvez vous adonner à des violences. Ce qui explique aussi des violences conjugales qui se démultiplient. C'est pas anodin tout ça, hein. Je veux dire, tout est lié. Tout est lié. Problème de toxicomanie,
problème de morale. Il n'y a jamais eu autant de gens, entre guillemets, pas bien, donc, qui sont déphasés, parce que il y a eu le Covid, il y a un discours global, une propagande d'État qui est totalement anxiogène, pour une raison simple, c'est qu'il est plus facile de manipuler un peuple qui a peur, plutôt qu'un peuple qui a confiance en soi. Donc ces gens-là qui sont déstabilisés deviennent violents, potentiellement en tout cas, peuvent le devenir. Quand vous parlez de propagande d'État, vous faites référence à quel sujet? Je vous renvoie au Covid. Enfin, je veux dire, moi le premier, je suis comme beaucoup, j'ai eu peur parce que je me disais, tiens, mince, qu'est-ce qui nous arrive, quoi, quelque part. Au début, il y a cette question qui est là, qui est prégnante, hein, c'est pas, on se dit, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que c'est une nouvelle peste? Alors on nous a fait croire que c'est une nouvelle peste. Donc au départ, il n'est pas illégitime de douter. Mais très vite, on a compris que la population qui était cible du virus était très limitée. Or, on n'a pas hésité à masquer les enfants. Je me suis révolté plus d'une fois sur tous les plateaux où je pouvais passer. J'étais honteux de masquer des enfants de 5-6 ans en leur transmettant le message qu'ils allaient tuer leurs grands-parents. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez l'impact que ça a. On avait ce fameux Salomon, tous les jours, qui nous égrenait le nombre des contaminés et des morts. Comment vous ne voulez pas semer la panique dans une population? Donc cette population qui a peur, elle prend pas toujours des anti-anxiolytiques. Qu'est-ce qu'elle prend? Ben, elle achète des joints, elle achète de la cam, elle achète du shit pour fumer, parce que c'est quand même plus pratique, c'est moins chronophage que d'aller consulter chez un psy, ça coûte moins cher aussi. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. D'autant qu'on a aussi, vous parliez du Covid, mais il y a eu le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Aussi, on nous a fait croire que les chars russes étaient aux portes de Paris, quoi. Les problématiques liées aussi au prix de l'énergie qui a flambé. Et puis on a aussi tout ce qui est lié à l'écologie, le changement climatique. On va tous crever, globalement, c'est ça le thème. C'est vrai que la peur et l'anxiété est quelque chose qui est assez présent dans la société. Oui, mais c'est un moteur de propagande, de communication d'État. On fait peur. Donc entre la planète qui va mourir, entre la guerre russo-ukrainienne, les Russes vont débarquer à Paris. J'ai jamais vu que Poutine avait dit qu'il voulait envahir l'Europe de l'Ouest, mais bon, c'était le débat. Ça renvoyait à la division d'Asreich du Rassemblement national. Donc il y a une volonté de maintenir l'opinion publique un peu sur le grill. Il faut tenir cette opinion publique en tension. Voilà, tous les moyens sont bons. Et là pour le coup, ce qui arrive en masse, c'est la peur du lendemain parce que la planète se réchauffe. Ça fait 25 000 ans qu'elle se réchauffe, entre parenthèses. Hein. Est-ce que c'est pas aussi un moyen, peut-être, justement, de braquer la lumière sur des problématiques qui n'ont pas... C'est évident. En sorte que les gens réfléchissent à des choses internes. C'est évident. La dette, la sécurité. Et bien sûr. Et on vous fait passer ces problématiques du quotidien, baisse du pouvoir d'achat, licenciement en rafale, parce que contrairement à ce que dit Macron, les faillites se sont démultipliées en France. Il y a environ 30% d'augmentation de faillites en plus. Ben vous vous dites finalement, si je gagne moins de fric à la fin du mois, c'est pas grave parce que faut sauver la planète avant tout. Il est pas débile le message, il est très efficace au contraire. Il n'y a pas de hasard. C'est une mécanique de communication qui est parfaitement huilée et qui existe d'ailleurs depuis longtemps. Macron n'a rien inventé, il n'a pas inventé grand-chose du reste. Hein. Mais je veux dire, c'est très très bien foutu. Et on vous noie sous cette avalanche d'informations anxiogènes, et à côté de ça, vous vous dites, bah finalement, ça va, même si j'ai perdu 10% de mon pouvoir d'achat, c'est pas grave. Mon Dieu, que les milliardaires continuent à s'enrichir, c'est pas bien gênant, pourvu qu'ils le continuent, au moins eux, ils sont heureux. Nous, si on en prend plein la gueule, c'est relativement acceptable. Et tout est dans ce registre. Tout. Et quel regard vous portez sur la façon dont les médias traitent le sujet de l'insécurité globalement? Alors justement, ben c'est lié. C'est lié. Alors, ça peut nous amener à parler, si vous le souhaitez, de l'intelligence artificielle. À partir du moment où on démultiplie les messages anxiogènes, on revient toujours à ce vecteur de la communication. On arrive à vous convaincre au quotidien que vous allez mourir en sortant de chez vous. Et donc, que pour vous en protéger, il va falloir aller vers une amélioration des systèmes de protection. Par caméra, donc on met des vidéocaméras partout. On supprime des policiers de proximité, mais on met des caméras de surveillance partout. Et on s'inspire aux merveilles technologiques de l'intelligence artificielle développée actuellement en Chine, un exemple démocratique qui est de premier plan, pour repérer et développer la reconnaissance faciale. C'est quand même, vous vous dites, tiens, ah bon, pourquoi faire? Pour lutter contre le crime? Non, 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 non. Pour surveiller tout le monde quelque part, pour surveiller de votre prochain.
qui peut être porteur de virus, qui peut être gênant pour votre sécurité. Donc en fait, tout ce système anxiogène et de déformation ou d'interprétation de la sécurité veut conduire à nous amener à accepter une société entièrement sous contrôle. Contrôle des réseaux sociaux, qui sont un des rares vecteurs d'expression libre. On le voit parmi les médias. Enfin, on voit bien que dans les médias mainstream ou les médias d'État, la réalité est totalement filtrée. Elle est déformée et filtrée. Les réseaux sociaux, avec tous les défauts qu'ont les réseaux sociaux, restent un vecteur d'expression libre. Ben, on va les contrôler parce que effectivement, on va dire, regardez, c'est pas bien, il y a de la désinformation, on vous balance tout et n'importe quoi, il y a de l'acharnement contre un tel ou une telle, donc c'est pas bien, c'est le mal absolu. Supprimons les réseaux sociaux. Ou alors, comme l'ont proposé certains députés macronistes, développons des algorithmes pour détecter les fake news, alors même que l'État est le premier producteur de fake news. Et c'est pas grave, c'est l'État, puisque l'État détient le monopole de l'information d'État, justement. Mais il y a des agences, je crois d'ailleurs, qui sont chargées de vérifier un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment la fameuse agence Vigina même. Non, mais qu'il y ait une vigilance sur ce qui est développé, moi, ça me dérange pas. Tout ce qui est pédopornographie, tout ce qui est le dark web sur les trafiquants d'armes ou de traite des individus, bon, moi, je vois rien à redire là-dessus. Mais attention à ce que ça ne serve pas d'alibi à attaquer frontalement tout ce qui est liberté publique réelle, s'entend. Vous pensez que les libertés publiques sont en danger en France aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Et c'est là où c'est sidérant, c'est que on développe des systèmes de sécurité anti-population lambda, j'ai envie de dire, et parallèlement, on s'attaque pas au meurtre, au crime, on s'attaque pas aux gangs. Parce que si réellement on voulait, je peux vous l'assurer, je vous le dis vraiment le plus sincèrement du monde, si vraiment nous le voulions, nous pourrions lutter très efficacement contre ces gangs. C'est pas un problème. On sait qui trafique, on sait avec quoi et comment. C'est pas un souci. On a les moyens technologiques, humains, structurels de lutter contre ça efficacement. Mais bon. Donc il y a une absence de volonté politique pour vous. Complètement. À la fois une incapacité, une incompétence et énormément de lâcheté. Énormément de lâcheté, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si on veut lutter contre ça, ça peut coincer, ça peut baver, ça peut tirer. Et on veut pas de ça. Surtout pas. Ouh là là, laissons les victimes collatérales là où elles sont, une petite marche blanche par-ci, quelques oursons en peluche par-là, et on passe à autre chose. Mais on sait très bien qui fait quoi. On le sait. On est capable, par les systèmes, je dirais, on va dire d'espionnage, pour rester un peu caricatural, on sait très bien espionner qui que ce soit, où que ce soit dans le monde. On ne le fait pas. Parce que bon, finalement, il vaut mieux une société qui consomme du cannabis plutôt qu'une société qui réfléchisse trop. Parce que là, ça devient dangereux. Trop réfléchir, trop s'intéresser à la politique et au sens de la politique, c'est dangereux. C'est à ça qu'il faut réfléchir et c'est à ça qu'il faut avoir l'honnêteté de penser. Et je persiste, les gens qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont pas cette honnêteté. Loin de là. Loin de là. Il y aurait beaucoup de choses à faire. Arrêtez de prendre les gens pour des crétins, ce serait pas mal. Notamment les dealers, c'est pas des crétins, les dealers, ce sont des chefs d'entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, oui, reconnaître ses échecs, quoi. On a échoué. On a échoué totalement. Arrêter cette médiatisation du catastrophisme dans sa globalité, ce serait pas mal. Faire en sorte que les gens aillent bien, ce serait bien. Tout simplement. Un peu de positivité. Pas tomber dans le discours du bisounours, mais arrêter d'être constamment dans la peur panique du lendemain. Ce serait assez bien. Bien que ça comporte le risque d'être lucide, et ça, Macron n'en veut pas. Il veut pas de gens lucides, il veut des gens qui aient peur. Voilà. Et jusque-là, ça a bien fonctionné. Est-ce que pour conclure, il y a un point sur lequel vous aimeriez insister? C'est compliqué parce que insister personnellement, c'est ce que je viens de vous dire. Il faut avoir enfin un peu de rose dans la vie, un peu de positivité dans la vie, ce serait pas mal. Que les gens arrêtent de se détester les uns les autres. Mais pour ça, il faudrait vraiment un autre mode de gouvernance. Parce qu'on sent qu'il y a une vraie jouissance à torturer psychologiquement notre société. Moi, je suis positif, j'essaie d'être positif dans la vie, c'est pas simple, hein. Voilà, c'est vraiment pas simple. Mais malgré tout, il faut voir le positif là où il est. La vie est ainsi faite, elle est faite de drames et de joie. Mais pour aller vers la joie, vers quelque chose de plus positif, il faut changer de gouvernance, clairement. Ça ne veut pas dire que ceux qui vont succéder à Emmanuel Macron seront meilleurs que lui, hein, loin de là. Hein. Je fais pas dans le bisounours là du tout. Hein. Et comme je milite pour personne, je suis très très pragmatique. Mais il nous aura fait du mal, vraiment, vraiment. Il faut sortir de ça. Enfin, que des gens de raison prennent la main sur la gouvernance de ce pays.
tout simplement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.